La bataille, depuis 20 ans, elle est menée, donc on l'a dit, Georges l'a rappelé, organisationnellement, idéologiquement. C'est un petit peu lié aussi, mais l'un des points de départ du PRCF, dès les années 90, dès la chute, on l'a dit tout à l'heure, pas seulement de l'URSS, mais de la RDA également, eh bien, ça a été la création du comité Erich-Honecker, devenu comité internationaliste pour la solidarité de classe, et pour lequel se bat notamment son toujours secrétaire national actuel, Vincent Flamand, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir parce qu'il a eu des soucis de train, je crois, et de métro. Nous sommes en 2024 et vous voyez comment c'est devenu difficile de venir à Paris en 2024. Il faut avoir ça en tête. Malheureusement, il y a des trains qui ont été supprimés. Il y a des camarades qui, normalement, sont censés être présents et qui ne sont pas là et qui seront peut-être en retard ou pas du tout présents aujourd'hui. Nous le signalerons, mais c'est aussi pour vous montrer l'état de délabrement catastrophique. Une ville comme Paris n'arrive même plus, enfin, un pays comme la France n'arrive plus à assurer un service public de transport qui convient pour notre pays. La parole est à Vincent, qui va prendre la parole au nom du comité internationaliste pour la solidarité de classe, qui mène ce combat depuis plus de 30 ans, parce que c'était aussi le combat contre la contre-révolution de 1989-91. Tu as la parole, Vincent. Oh, viens. Pour... Ouais, je sais, c'est compliqué, mais c'est pour... On va se décaler. C'est un peu compliqué comme chorégraphie. Et en plus, tu as un t-shirt qui donne envie juste avant le repas. Oui, merci, chers camarades. Bon, désolé, je suis content de ne pas être arrivé trop tard. C'est un peu in extremis. Mais bon, je rebondirai sur ce que vient de dire Annie, parce qu'effectivement, je suis prof de lettres, donc j'enseigne 3 langues mortes, le grec, le latin et le français. C'est comme ça que je me présente. Mais ça a l'air d'avoir aucun rapport avec le CISC, mais en fait, ça en a un direct. Parce que, bon, si vous allez voir sur Wikipédia PRCF, vous allez voir. Donc au début, on explique que Wikipédia explique que le PRCF, bon, il est lié au CISC, et le grand spécialiste de la gauche, Christophe Bourseiller, qualifie le CISC de groupe de défense des caciques de la RDA. Voilà. C'est comme ça que le CISC est présenté par Wikipédia, point. Puis pour le PRCF, ben, ils sont en train de discuter pour savoir s'ils vont supprimer la page, enfin ce genre de choses. Et comment on voit ce que dit le PRCF, en reproduisant le discours de ses ennemis, parce que Wikipédia, c'est des sources secondaires, vous comprenez. On ne peut pas utiliser des sources primaires, c'est pas bien, c'est pas universitaire. Donc pour savoir ce que dit le PRCF, il ne faut pas regarder le site du PRCF, il faut lire ce que disent les autres sites du PRCF, et notamment ceux qui en disent du mal. Et tout ça, ça fait partie d'une même logique, à savoir tout doit disparaître. Ces gens-là sont des négationnistes de tout à terme. C'est ça le problème de la fascisation. Et là, la semaine dernière, on recevait des parents de CM1, CM2 qui visitaient mon collège, et on leur présentait les programmes en français. Et il y a un parent qui a dit, mais il n'y a que 4h30 de français et 4 heures d'anglais. Voilà, bientôt la bascule sera faite. On fera plus d'anglais que de français, et puis on fera plus que de l'anglais. C'est ça le but. French is a shit language that must disappear. Comme a dit un haut fonctionnaire européen, à Jean Quatremer, envoyé spécial de Libération à Bruxelles, qui n'est pas du tout un anti-européen, c'est un eurolâtre pur sucre, et il avait refusé de se rendre à une conférence de presse donnée uniquement en anglais par un haut fonctionnaire français. Et il était allé demander à ce gars-là, mais pourquoi vous faites ça? Et le gars lui avait répondu ça en anglais. Bon, donc ils veulent effacer le français, ils effacent effectivement les contenus. Maintenant les élèves, la crise de 29 par exemple n'est plus dans les programmes. Donc le fascisme il est monté comme ça, et les élèves apprennent donc qu'il y a 2 totalitarismes, donc le stalinisme et l'hitlérisme. Et c'est avec ça qu'on les fait sortir de notre système. Et tout ça participe donc effectivement d'une opération de vidage du cerveau, mais pas que. On va tout vider. Là, Fadil l'a rappelé, les services publics sont dans un état de délabrement complet, et il va falloir économiser 60 milliards encore dessus. Donc la prochaine fois, on viendra à pied ou à vélo, hein, pour nos 30 ans. Si on ne fait pas la révolution avant. Voilà. On sera, oui. Alors, quel rapport avec les camarades que nous avons défendus à la création du comité Honecker, vous allez me dire.
Donc, à savoir Erich Honecker lui-même, poursuivi pour crimes contre l'humanité à la suite des morts, qui tentait de traverser la zone interdite entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, ce qu'on appelait le mur de Berlin. Et puis ses co-accusés, Mielke, Strelitz, Stauff, Kessler, et j'ai oublié le nom du dernier, ça me reviendra. C'est que le procès Honecker participait d'une opération de négationnisme, pur et simple, puisque on jugeait Honecker en vertu des lois de RFA, pour des faits qui lui étaient reprochés à l'époque où Honecker était chef d'État de RDA. Donc pour juger un chef d'État de RDA selon le code pénal de RFA, il faut considérer que la RDA n'avait pas existé. Et c'était ça le message là-dessous. La RDA n'a jamais existé. C'est un pays qui a fait semblant d'exister. Et maintenant, comme Erich Honecker était citoyen de RFA, on va le juger pour les lois de RFA qu'il a enfreintes en tant que chef d'État. Voilà. Le message, c'était ça. Et bien évidemment, c'est si difficile à tenir quand même que le procès est parti en autre boudin et que les poursuites ont été abandonnées. Mais il y a des co-accusés d'Honecker qui ont quand même été condamnés sur ces bases-là. Hein. Il y en avait 5. Et alors 2 ont été finalement relaxés après avoir abjuré le communisme. Ce qui donne quand même la vraie nature de ce procès. Et je me souviens que l'ambassadeur qu'on avait rencontré début 97, en janvier 97, un nommé Friedrich Catoire, vraisemblablement un descendant de protestants chassés par Louis XIV, quand on lui avait dit, ben oui, regardez, il ne s'agit pas de crime contre l'humanité, puisque les 2 co-accusés d'Honecker qui ont dit, oh finalement on n'est plus communiste, ben, on ne les poursuit plus. Donc le vrai crime, c'est d'être communiste. Et là, bon, j'ai vu, il avait pris un calepin, il avait commencé à noter, il n'avait rien répondu, et il était embêté. Erich Mielke, cas intéressant aussi. Erich Mielke, lui, a été condamné pour la mort de 2 policiers après une manifestation au début des années 30. Alors déjà, vous voyez quand même, bon, la prescription, il n'y en a pas. C'est 60 ans plus tard. Et puis en plus, qu'est-ce que c'était que la police de l'Allemagne des années 30 ? Donc là, on voyait bien aussi que non seulement on criminalisait les communistes, mais aussi on leur reprochait de s'être battus contre des fascistes et d'avoir gagné des fois, au début en tout cas, de ne pas s'être fait écraser tout de suite et de ne pas s'être laissé faire, parce qu'il y avait des morts des 2 côtés quand même. Une manifestation en Allemagne dans les années 30, c'était pas quelque chose, c'était pas une promenade, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça était déjà en place, c'est-à-dire qu'on nie, la RDA n'a pas existé, tout comme aujourd'hui Taïwan c'est la Chine, tout comme le peuple palestinien n'existe pas. Je me suis rendu compte sur le site français du Likoud, le site français du Likoud qui n'existe plus là, ils l'ont fermé, mais j'étais allé voir, et donc il y a des déclarations officielles du Likoud, parti au pouvoir en coalition avec des fascistes pur sucre en Israël. Les Palestiniens, ça n'existe pas, c'est des pieds noirs égyptiens. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans son journal, Oscar Wilde, qui était en voyage dans le coin, a dit que c'est beau le désert. Donc il n'y avait personne. Noir sur blanc comme ça, hein, je ne l'invente pas. C'était le désert, puisque Oscar Wilde, qui était en visite là-bas, l'a dit. Donc il n'y avait personne. Donc les Juifs ont été chassés d'Israël. Pendant des centaines d'années, c'est resté un désert. Et là, ils reviennent. Et ceux qui sont là sont des usurpateurs. Et aujourd'hui, vous voyez le prolongement, on ne les nie plus seulement par la parole, mais on voit bien que l'entreprise en route à Gaza est exterminatrice. Et en Cisjordanie aussi. Tout doit disparaître. Les Palestiniens doivent disparaître. Le français doit disparaître. Les connaissances doivent disparaître. Se former, c'est fini. Hein, Georges Gaston n'existe plus sur Wikipédia, d'ailleurs, là ils l'ont supprimé, ça y est, c'est fait. Il n'y avait pas assez de sources secondaires, etc. etc. Bon, donc tout ça est lié. Et aujourd'hui, le comité Honecker, maintenant CISC l'avait dit dès sa création, ce mécanisme-là ne peut que favoriser les exterminateurs les plus compétents et comment dire, les plus conséquents, les plus logiques, c'est-à-dire les fascistes. Et nous mettions en garde déjà dans les années 90, je me souviens, notamment dans un numéro de notre journal Solidarité de classe, ce qui se passait en Ukraine. C'était il y a plus de 30 ans maintenant. Nous alertions sur la multiplication de camps d'entraînement fascistes en Ukraine. Et l'Ukraine nous était apparue comme le foyer le plus dangereux. On avait analysé la situation, on avait vu que c'est de là que la vague la plus importante allait venir, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est effectivement ce qu'on a aujourd'hui. Où je ne vous fais pas le dessin, mais vous voyez, je terminerai là-dessus, ce qui fusionne. Quand on parle de fascisation, il ne s'agit pas seulement de monter du fascisme. Alors évidemment, c'est l'aspect le plus visible. Les partis fascistes montent en Europe. Hein, on le voit à chaque élection, ça monte. Et puis après, ils font des coalitions.
et ils arrivent au pouvoir en coalition. Mais il n'y a pas que ça, et en France, on est bien placé pour le voir. Il n'y a pas de fascistes dans ce gouvernement, enfin, en tout cas, pas de fascistes déclarés dans le gouvernement actuel. Mais bon, si vous regardez un discours de Marine Le Pen et un discours de Bruno Retailleau, et même avant lui Darmanin, quelquefois, on se demande lequel est le plus à droite, lequel est le plus fasciste. Et on voit qu'en réalité, ces démocrates bourgeois, de toute manière, là aussi, bon, font disparaître, ils ont liquidé le gaullisme, ils ont liquidé l'antifascisme, et maintenant, ils font disparaître la frontière avec le fascisme, et c'est le RN qui dirige, conjointement avec Bruxelles, en réalité, hein, qu'il fait semblant de combattre un peu. Et ça fusionne donc, dans ce que nous appelons le libéral-fascisme. En réalité, ils ne sont pas du tout antagoniques. Là aussi, ce qu'on apprend à nos élèves hein, en histoire, sauf les collègues qui font un peu de résistance, c'est qu'il y a deux grands systèmes, le totalitarisme et la démocratie. Et donc, si tu n'es pas communiste, tu n'es pas fasciste, tu es un démocrate. Eh oui, bon, Michel Barnier, effectivement, c'est un démocrate, mais bon, on le voit quand même que le programme qu'il applique n'a été en réalité voté par une majorité et que c'est un programme fascisant par bien des points. Et pour conclure, ce qui disparaît aussi, donc non seulement la France aussi disparaît, pas la langue française, mais la France disparaît, tous ses services et tout ce qui faisait son identité est en train de disparaître, mais l'humanité disparaît si on continue comme ça. Puisque bon, il y a un plan de découpage pondu par Brzezinski. Vous savez, celui qui se vante d'avoir déclenché la guerre en Afghanistan et fait monter les exterminateurs fanatiques islamistes aujourd'hui au pouvoir, les talibans. C'est lui qui le dit. Hein, c'est lui qui dit en 1996, dans le Nouvel Obs, il s'en est vanté. Nous, les États-Unis, nous avons aidé les extrémistes en Afghanistan et nous avons fait fuiter l'information pour que les soviétiques soient obligés d'intervenir. Et c'est très bien, nous avons eu entièrement raison de le faire. Ces gens-là n'ont pas de limite. Brzezinski a un plan de découpage de la Russie en 3. Poutine le sait. Donc les Russes le savent. Donc les Russes sont dos au mur, ils savent qu'ils risquent de disparaître. La Russie peut disparaître. Et donc, la Russie, il ne s'agit pas pour nous d'idéaliser Poutine, bien évidemment. Attention, ce n'est pas du tout un communiste. Hein, Poutine est un homme de droite, c'est pas bien des aspects un réactionnaire. Mais là, bon, sur cette question-là, il est dans son droit. Et si la logique se poursuit, je suppose que, bon, vous l'avez entendu dans la bouche de Georges tout à l'heure, quand même, hein, eh bien, on va à l'extermination de l'humanité. Puisque si on va à la confrontation militaire avec la Russie, qui est une puissance nucléaire et pas une petite, l'humanité doit disparaître. Et ces gens-là, en fait, dans leur logique, n'ont pas le choix. C'est pour ça que nous, les communistes, et les progressistes en général, puisque le CIS n'est pas réservé aux communistes, tous ceux qui défendent, qui combattent l'anticommunisme, ont une mission essentielle, de portée universelle, et que si on laisse l'anticommunisme triompher, on laisse l'exterminationnisme, si vous passez ce mot, l'exterminisme, ce que Georges appelle l'exterminisme, triompher. Ces gens-là sont dans une impasse. Marx l'avait déjà montré, le capital ne peut pas indéfiniment, comme ça, piller les ressources naturelles parce qu'elles sont limitées. Donc au bout d'un moment, il est obligé de se bouffer lui-même et de faire disparaître l'humanité avec lui. Donc camarades, communistes ou combattant l'anticommunisme, ce qui n'est pas forcément la même chose, vive l'humanité, à bas le fascisme. Et sur ce, merci. Je fais combien? C'est bon, ça a été très bien. Et finalement, quoi de mieux, quelque part, pour terminer cette matinée, car vous avez vu que depuis donc 20 ans, là, le combat qui est mené, aussi bien sur le plan organisationnel, politique, idéologique, internationaliste, porte finalement le mot de résistance. C'est pour ça que je vais vous inviter à vous lever et à entonner toutes et tous ensemble le chant des partisans. Le chant des partisans. Oui, parce que c'est finalement le chant qui est le plus approprié dans la situation dans laquelle nous sommes. Et comme nous ne sommes pas qu'un mouvement simplement idéologique, etc., vous aurez l'occasion de constater cet après-midi que ces combats que nous menons pour la paix, pour le progrès social, pour la démocratie, pour l'indépendance nationale, pour le Frexit progressiste et marcher vers le socialisme communiste de nouvelle génération, ce combat, nous le portons à côté de camarades syndicalistes, politiques, associatifs qui seront présents cet après-midi et avec lesquels vous aurez l'occasion d'échanger également. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis au PRCF d'être présents
et qui finalement nous donne la lourde tâche à nous, les nouvelles générations, et moi je suis l'intermédiaire, je pense encore plus aux jeunes camarades qui sont dans la salle, de faire grandir le pôle, pour que nous ne fêtions pas les 30 ans du pôle, non, mais pour que nous fêtions le nouveau parti communiste que nous allons réussir à créer. Le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?